Les événements survenus au Mali en 2012 ont fait entrer le pays dans ce que l'on pourrait appeler une crise sociale totale. Le Mali dispose néanmoins d'un atout, le dynamisme de la jeunesse et notamment de sa nombreuse population étudiante. Aujourd'hui plus que jamais, la formation revêt une importance cruciale, non seulement pour produire des cadres compétents, mais aussi pour travailler à une meilleure compréhension des réalités nationales et internationales. Les sciences sociales peuvent apporter des éclairages originaux pour essayer de réfléchir sur les notions d'État, de conflit et de réconciliation. Nombreuses sont également les voix qui invitent à étudier de plus près les leçons de l'histoire du Mali, notamment les formes traditionnelles du dialogue. Ces formes de dialogue offrent-elles une planche de salut, ou plus modestement des pistes de réflexion? Les Maliens peuvent-ils se retrouver autour de valeurs communes? Une mémoire nationale peut-elle être convoquée? Un nouveau contrat social est-il possible? L'exigence que se fixe l'école d'automne consiste à déployer les types de savoirs résilients et les analyses qui permettent de comprendre la nature d'un conflit, de le nommer et d'en définir les termes de manière à pouvoir le traiter. Ce sont de toutes ces questions que traite le laboratoire mixte international Makoter. Il a été mis en place par 4 unités d'enseignement supérieur maliennes et 2 unités de recherche françaises. À ces 4 équipes fondatrices viennent s'ajouter des chercheurs issus d'autres instituts de recherche maliens et français. Cette année, l'École des hautes études en sciences sociales y a apporté son appui sous la forme d'une école d'automne d'une semaine en faisant intervenir 2 enseignants-chercheurs de l'EHESS dans un programme de grandes conférences et d'ateliers destinés aux étudiants. C'est le journal de cette école d'automne que nous vous invitons à parcourir. Nous sommes à la cité universitaire de Kabbalah. L'événement du jour, c'est le lancement de l'école d'automne de Bamako 2018 qui porte le thème « Reconfiguration malienne, cohésion, territoire et pouvoir ». Cette école est le fruit d'un partenariat entre le laboratoire mixte international Makoter et ses tutelles maliennes et l'école des hautes études en sciences sociales de Paris. Elle prolonge le master Société, Culture et Développement, SOCDEV, que le laboratoire Makoter a ouvert depuis 2017 sur le campus de Kabbalah. Il compte à ce jour environ 25 enseignants-chercheurs, dont la moitié vient de la France. Le master SOCDEV, proposé par le laboratoire LMI Makoter, qui compte aujourd'hui 14 étudiants en Master 2 et 13 en Master 1, est une innovation dans l'environnement universitaire malien et s'inscrit dans le prolongement des réformes du système LMI. Je suis donc en charge actuellement, je suis donc représentant de l'IRD au Mali pour quelques mois et je suis très heureux d'avoir l'opportunité de participer à cette cérémonie d'ouverture de l'école d'automne de Bamako 2018. C'est très important, le Mali dispose d'un monde universitaire extrêmement dynamique et avec une population étudiante assez énorme, mais en même temps on peut donner un petit coup de pouce pour aider, disons, à une sorte d'internationalisation de la recherche et essayer de faire circuler les idées et les personnes dans des espaces de comparaison avec d'autres lieux. Et c'est ce qu'on a appelé dans le programme que vous avez lu, l'exotopie, c'est aussi de faire évaluer une culture par une autre, qui est à la fois l'essence de l'anthropologie, mais aussi de l'histoire. C'est une riche collaboration franco-malienne. Et toutes ces collaborations sont toujours très précieuses et très enrichissantes. Et dans la période de crise, même, ou post-crise, je ne sais pas comment il faut dire, que traverse le Mali, où le risque d'incompréhension et d'échauffement des esprits est toujours très grand, des parenthèses de réflexion et de débat comme celle-ci revêtent une importance particulière. Tout en amplitude par sa durée et par ses thèmes, l'école d'automne de Bamako donne le temps aux intervenants, aux professeurs, aux étudiants, de revenir sur des notions et enjeux forts de l'histoire politique et sociale afin de mieux éclairer et mieux penser le Mali d'aujourd'hui. À titre pilote, comme vous le savez pour certains, nous avons d'ailleurs attribué cette année 2 bourses doctorales aux majors de promotion. Je dirais que c'est une première parce que nous avions l'habitude en France de considérer que des bourses, c'était forcément pour aller faire les études à l'étranger, soit en Afrique, dans la sous-région, soit en France. Et les représentants du LMI ont su nous convaincre qu'il était tout important d'accorder des bourses au Mali
pour les étudiants, parce que la vie n'était pas si simple et que d'arriver à finalement financer ces études sur place, c'était aussi un enjeu extrêmement important. Messieurs les conférenciers, chers collègues français et maliens, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako pour votre participation de taille à ce grand événement. Je me dois de préciser avant tout propos que je parle au nom des 3 recteurs, comme l'a dit le Dr Koulibaly, de l'Université des Lettres, qui est la nôtre, l'Université des Sciences sociales et de gestion et l'Université des Sciences juridiques et politiques. Et qui sont les partenaires du laboratoire mixte international et les mêmes acteurs. Ce laboratoire est le résultat d'un partenariat original entre le Mali et la France. Il implique bien sûr les 3 universités citées plus haut. De sa création en 2016 à nos jours, le LMI Makoter a réalisé de grands travaux qui se situent à la fois sur le terrain de la recherche et de l'enseignement pour soutenir finalement le programme scientifique suivant. Mobiliser la recherche et la formation pour répondre aux défis de la reconstruction post-conflit et du développement durable du Mali. Constituer le premier laboratoire de recherche interdisciplinaire et interuniversitaire en sciences humaines et sciences sociales au Mali. Enfin, faire de la recherche un vivier de ressources des politiques publiques. Les Touaregs ont lancé l'alerte sur la faillite intégrationniste de l'État central des nouvelles autorités maliennes, lui-même prolongement de l'État colonial français. C'est que le territoire habité par les Touaregs, ayons le courage de le dire, tout juste bon à servir de bagne aux récalcitrants politiques des pouvoirs centraux, était dans une marginalité qui affectait du coup le peuple Touareg dans son mental et son épanouissement. Le peuple Touareg est resté désintégré. Il ne l'est plus aujourd'hui, ayons le courage de le dire aussi. Mais il est dommage que cela ait été obtenu par grande vague de rébellion. D'autres peuples étaient-ils plus intégrés dans le nouveau Mali? En tout cas, le Mandé centriste, la domination du groupe Bamara Malinké majoritaire, du point de vue chiffre bien sûr, s'entend, s'est imposé de facto, conforté avec l'avènement à la tête de l'État du Mali de Modibo Keïta, qui est célébré comme un descendant de Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali, on le sait, dont les balles ont été jetées en 1235. Les Touaregs ont fait sonner le tocsin, mais il y a plus, leur rébellion a servi de détonateur et a relancé les autres forces centrifuges dont les revendications, qui étaient jusque-là continues, s'expriment par le biais de la religion. Les études disponibles montrent en effet que l'embrigadement des djihadistes doit très peu à des efforts d'endoctrinement religieux. Nous sommes d'accord pour dire que le djihadisme prospère sur les terrains de grande pauvreté, de grande injustice, de déréliction, et qu'il y a en effet une dramatisation excessive du potentiel subversif et global de l'islam. En tout état de cause, et plus près de nous, grâce aux prêches de ses apôtres en langue nationale, l'islam continue à modeler la culture malienne. Il y a un tel accentuement qu'on ne le sait pas trop, ce qui relève de la tradition pure et ce qui relève de l'islam. Question qui sera posée aux habitants de l'archipel, ou plus exactement à une partie des habitants de l'archipel. Je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard dans mon exposé. Appeler aux urnes pour se prononcer sur leur avenir, notamment sur leur avenir institutionnel. Alors, ça peut être un petit peu déroutant d'avoir ce décalage historique d'un référendum d'indépendance fin 2018. La Nouvelle-Calédonie a été une colonie de peuplement dans un empire français d'expansion économique et politique plutôt que démographique.
La seule autre colonie de peuplement française, ça a été en partie seulement, l'Algérie. L'Algérie était beaucoup plus au centre des préoccupations coloniales de la France en raison de sa proximité géographique de la métropole et aussi en raison de sa taille. La Nouvelle-Calédonie, c'est très loin, c'est très peu peuplé de la métropole. Cette colonie, la Nouvelle-Calédonie, se développa d'une manière inédite qui en rend l'histoire bien singulière comparée à d'autres histoires coloniales, notamment parce que le peuple colonisé, les habitants locaux qu'on appelle les Kanaks, ils furent résolument tenus hors de toute forme d'intégration républicaine. Quant aux après-midi, ils ont été consacrés à des ateliers thématiques au cours desquels les étudiants, guidés par un formateur malien et un homologue français, ont tenté de tirer le meilleur parti des conférences de la matinée. Dans ces conférences, il n'a pas été seulement question du Mali, car nous avons aussi cherché à éclairer une situation par une autre, située ailleurs, dans le temps ou dans l'espace. Les femmes qui ont été à l'école, même de leur côté, sur un autre front, un autre combat, cette fois-ci bien politique, celui de l'égalité des droits et de l'assimilation. L'enseignement colonial modélait l'esprit des élèves pour ressembler et se référer aux Français. Les femmes qu'on peut considérer comme l'intelligentsia féminine de l'époque, les institutrices, les sages-femmes, assistantes sociales, secrétaires, revendiquent le droit qui ferait d'elles des citoyennes à part entière et ferait de la devise française « Liberté, égalité, fraternité » une égalité en terre coloniale soudanaise. Effectivement, le 28 janvier 1991, il y a eu encore une manifestation des élèves, il y a eu une répression terrible, beaucoup de gens sont tombés et les femmes sont sorties et ont pris fait et cause pour les enfants. Leur engagement dans la lutte contre le pouvoir se généralise à partir des tueries du vendredi 22 mars de tous les quartiers de Bamako. Elles convergent vers la bourse du travail. Et là, elles conversent toutes les femmes, aussi bien les femmes qui combattaient dans les rangs du mouvement démocratique que les autres femmes. Des femmes qui ne s'étaient jamais intéressées à la politique et les femmes qui militent dans les rangs du parti unique. Toutes se sont senties concernées, dans elles ont senti la fibre maternelle. Il y a un adage chez nous qui dit que les femmes meurent là où meurent leurs enfants. Donc elles sont sorties, sans distinction, sans appartenance. Tout le monde a brûlé sur les endroits. Et ils ont imposé aux manifestants une marche forcée sur la mort de l'hôpital. Parce qu'il y avait beaucoup de morts. Donc ils ont dit, bon, allez, on va à la mort, on va à Touba. Ils ont détourné la marche des gens. Et les dates finies, le vendredi 22 décembre 2023, le dimanche 24 mars, les journées folles de marche, au mépris de leur vie, défiant la mort et brandissant les pancartes qu'elles ont faites elles-mêmes. Elles se déchaînent et bien sûr, le tribut à payer est très lourd pour elles. Elles sont séchées par les balles, donc elles meurent, elles sont arrêtées et beaucoup perdent leurs enfants. Mais cela ne les arrête pas. Indignées, révoltées et traumatisées, elles se rendent sur tous les points chauds de la vie, là où on continue à tirer à balles réelles et à lancer des grenades sur les manifestants. Le 26 mars, une frange de l'armée, touchée par tant de violences et de morts, renverse le régime et ouvre pour les femmes du Mali une nouvelle page d'histoire.
on a vu à la télévision nationale, c'était une émission qui a été retransmise en direct, les femmes de militaires en train d'interpeller le président de la République. Et on a vu qu'il avait une tête embarrassée. Et puis, entre parenthèses, il était là tout seul. Il était là tout seul avec ces femmes complètement déchaînées, parce qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux des gens qui étaient égorgés. Ça, c'était des horreurs, on n'avait jamais vu ça dans le pays. C'est extraordinaire, madame, nous ne sommes jamais vus jusqu'à présent. On ne s'est pas donné le mot. Et je trouve que ce que vous avez dit, ce que je vais dire, a une continuité et des articulations incroyables. Vous êtes parti de la colonisation, moi je vais parler d'un pays colonisateur, et bizarrement, mais je trouve que ce n'est pas bizarre, c'est sociologiquement compréhensible, mais nous avons les mêmes problèmes. Au cours de cette guerre, le président Kabila a encouragé la formation de groupes armés paysans, de groupes d'autodéfense paysanne, comme ils les appelaient. C'est-à-dire la nouvelle armée congolaise était peu équipée, mal équipée. Ils passaient des alliances avec certains pays voisins, mais par ailleurs, ils ont encouragé la formation de groupes armés paysans. Soit par une simple incitation idéologique, nationaliste, etc., mais souvent en livrant des armes à ces groupes pour qu'ils contribuent à la guerre contre le Rwanda. Dans la région de Préto, c'était les Rwandais qui étaient présents. Dans ce cadre-là, un groupe armé paysan s'est formé, disons, un tout petit peu à une cinquantaine de kilomètres de l'endroit où je vais, dans une région qui est la région historique d'un très grand État précolonial, l'État des Luba, des Baluba, si je ne sais pas le nom. Les Luba, voilà, c'est pas le même fonctionnement que chez vous, mais c'est aussi un grand État prédateur, expansionniste, précolonial du Katanga. Et cette identité communautaire a joué un rôle important dans l'histoire coloniale et post-coloniale du Congo, les Luba étant le groupe social le plus visible, le plus puissant du Katanga. Mais ce n'est pas du tout le seul groupe social. L'endroit où je vais, Préto, fait pas partie, il était dans une zone interstitielle, mais ne fait pas partie de l'empire des Luba. Il a été parfois radié par les Luba. De quintessence transhistorique, j'ai très vite perçu les écueils qui se profilaient pour ce faire. Je donne un exemple. Une historienne malienne qui connaît bien l'État du Ségou, pour lui avoir consacré des travaux d'une importance reconnue, notamment en matière de chronologie, définit en ces termes de Fanga. Mais le type de pouvoir qui marqua l'inconscient collectif des Maliens dans leur grande majorité, au point de bousculer tous les autres, est le Fanga. Le Fanga est un système de gouvernement qui prit forme au XVIIe siècle avec l'émergence du royaume guerrier esclavagiste, dont le plus célèbre était celui des Bamana de Ségou. Après une longue, c'est toujours
parle, après une longue période d'instabilité sous la transmission du pouvoir oscillait en pouvoir héréditaire et conquête opposant prince régaux au chef guerrier, une dynastie de type lignagé se dégagea puis se stabilisa avec les Diarra à la fin du XVIIIe siècle. Cette définition, que mes modestes enquêtes en Vénédougou ou au voisinage immédiat de la ville de Ségou confirment, suggère aussi qu'un parcours sémantique serait vain dans son pendant historique, car le Fanga s'inscrit dans une généalogie de pouvoir ouest-africain que je me garderai bien de convoquer ici. Il s'agit de Mme Adam Balconaré qui a parlé avant-hier, je crois. Donc, le mot, je ne vais donc pas m'aventurer à tenter une définition du Fanga. Je vais plutôt aborder cette question de façon indirecte. Le mot-clé de mon intervention sera donc la notion de chefferie dépendante du Fanga. Car les chefferies dont il sera question s'inscrivent dans une relation particulière avec l'État du Ségou, comme je le montrerai plus loin. À partir du destin des chefferies se profilera certainement le visage titulaire du Fanga à travers la guerre d'État dont vous avez entendu parler, à savoir celle contre des cités comme Djongoloni, Samaniana, Biribala, Nignan, etc., et celle contre des héros exécutés Toumatush comme Bilissi et Diakouna Toto, par exemple, à travers aussi les expéditions primitives ou les guerres annuelles de rapine esclavagiste. Mais je voudrais rappeler que tous ces régimes ont instauré au nom du réalisme socialiste une sorte de charte qui était à la fois idéologique et artistique, qui imposait des normes, y compris sur la production scientifique, et ce sont ces effets de ce réalisme socialiste sur les sciences sociales que je voudrais maintenant présenter en restituant d'abord le contexte des années de sortie du communisme. Après les enthousiasmes médiatiques qui ont entouré la chute du mur de Berlin, la télévision, les radios de toute l'Europe ne parlaient que de cela, on passait la nuit à regarder la télé. Au nom et c'était un slogan que tout le monde se passait, c'était au nom d'une thérapie de choc. Tel était le slogan de l'époque, et dans le cadre d'une construction de l'Europe occidentale qui était encore fragile, les diplomaties occidentales se sont employés à retisser des liens censés se substituer aux liens antérieurs pendant la guerre froide. Chaque fois qu'il y a une crise de gouvernance, il y a une crise de gouvernance, quel que soit le domaine dans lequel on rentre. Donc, je crois qu'il faut reconstruire les cohérences, aller vers une configuration obligatoire des territoires aujourd'hui. Les territoires anciens, administratifs, politiques que nous sommes donnés ne tiennent plus la route. Et bien sûr, pour moi, et je vis là-dessus, c'est le passage obligé. Si on veut un Mali plus uni, un Mali stable et un Mali prospère. Merci beaucoup. J'étais chargée de faire le rapport ainsi qu'avec mon collègue Boukari Doumbia, qui est également un doctorant à l'ISPRA, de faire le rapport sur la conférence de Michel Nichols sur l'histoire coloniale, indépendance et aux droits autochtones en Nouvelle-Calédonie. Après la conférence, un atelier a permis le décryptage du thème par un groupe d'étudiants, doctorants et masterants. Il s'agissait pour les étudiants encadrés par les professeurs
Rose-Marie Lagrave, qui est sociologue, et Charles Clément, historien, de dégager les principales idées et d'analyser l'approche méthodologique. Cette première édition, alors comment on va l'appeler là? Nous on l'appelait école d'automne. Je crois que Mitou, Saint-Antoine l'appelait l'université d'automne. On a eu l'école d'été. On a eu l'école d'été et finalement, je pense que le mot de la fin revient à l'OFPL qui a présenté ça au JT comme l'école d'autonomie de la vie. Je pense que ça peut nous inspirer pour l'année prochaine et renforcer toujours plus la formation qui est animée par le laboratoire Macoter. Impliqué de façon plus marquée dans le cadre partenarial de Macoter, l'IRD, l'École des hautes études en sciences sociales, l'ambassade de France, mais surtout, les facultés maliennes partenaires, la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation, la faculté d'histoire et de géographie, la faculté de droit public et la faculté des sciences politiques et administratives. C'est elles, au final, qui doivent mener les étudiants à bon port, en les aidant à prendre en main, c'est un peu grandiloquent ce que je vais dire, mais je le crois, le devenir de ce pays, à mettre en action et à traduire en actes, finalement, ces conférences, ces cours, ces séminaires, cette intelligence qui est offerte, et qui questionnent et qui sont questionnés. Je remercie aussi les étudiants qui se sont confrontés à un exercice qui n'est pas facile, de prendre à vif comme ça des débats dans un atelier, c'est extrêmement difficile, et ensuite de les situer dans le temps entre deux conférences, entre deux couchers à la reine, si je peux dire, de mettre ça en ordre. Bravo à vous et l'exercice se poursuivra, mais c'était très bien, c'était très intéressant et